d'un sujet rwandais à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, messieurs les journalistes, donc allez-y comprendre que le Congo, quand nous fustigeons le leadership au rabais dans notre pays, donc nous avons bel et bien raison. Parce que le Congo, comme vous le savez, c'est le pays le plus important en termes démographiques de l'espace francophone. Le Congo aurait dû présenter quelqu'un pour que désormais nous puissions avoir un représentant à ce niveau. Mais ceci étant dit, si vous regardez la pression qui a été mise autour de cette question de désignation, c'est une affaire comment dirais-je, d'amélioration de relations entre le Rwanda et la France, parce que la France était impliquée dans le génocide rwandais, qui est aujourd'hui un fonds de commerce pour Kagame, donc il brandit le génocide à droite à gauche. Et pour l'harmonisation, l'amélioration de relations entre le Rwanda et la France, donc le président Macron a pesé tout son poids pour que cette femme notamment, soit désignée ou, si vous voulez, élue comme étant secrétaire général de la francophonie. Mais il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est celui de savoir qu'une langue s'apprend à l'école. D'accord? Et une langue s'apprend dans les familles. Aujourd'hui, dans les écoles rwandaises, c'est l'anglais qui est enseigné, et dans l'administration rwandaise, donc comme nous, ici nous avons le français que nous parlons vous et moi comme étant une langue officielle, mais là-bas c'est l'anglais. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de confusion, il y a une sorte de contradiction entre la démarche du président Macron à vouloir à tout prix imposer cette... Mais c'est quand même une fierté, comme l'a dit... je vais chuter. C'est un État africain. Oui, c'est l'Afrique. Oui, il a un État africain, mais ça aurait dû être un autre État, parce que les valeurs... ça aurait dû être en dehors de la RDC, ça aurait dû être le Sénégal par exemple, parce qu'aujourd'hui le Sénégal ou les... Ou le Congo-Brazzaville par exemple. Non, pas du tout, pas le Congo-Brazzaville, parce que ce sont des pays où l'on ne peut pas aujourd'hui prétendre voir l'émergence de la démocratie. On a vu la jeune dame qui était concurrente de Paul Kagame aux élections dernières au Rwanda, comment elle a été traitée, emprisonnée, ainsi de suite, et quelqu'un qui vient d'être relâché comme ça, sans avoir été jugé, parce que quand vous arrêtez une personne, il faut lui dire pourquoi est-ce que vous l'avez arrêté, et cette personne doit avoir droit à un avocat, et quand vous le relâchez, vous devez lui dire, voilà, nous vous avons relâché après jugement et que le verdict est rendu, puisque nous sentons que vous êtes coupable ou vous êtes non coupable. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui a été fait, donc ça dit qu'en matière de démocratie et les droits de l'homme, c'est nul. Donc voilà, donc ils sont d'une nullité, je dirais, légendaire. Merci beaucoup. Alors, on va revenir sur notre sujet, l'ingérence. Je commence par vous, Maître Gabin. Est-ce qu'en droit international, est-il permis à un État de s'ingérer dans les affaires d'un autre État? Ça se passe comment en droit international? Parce qu'une fois, j'ai reçu Maître Kilolo ici qui disait le processus électoral relève des matières intérieures d'un État. Et de ce point de vue-là, aucun État n'a un mot à dire, par exemple, en ce qui concerne le déroulement du processus électoral en RDC. Maître Gabin. D'abord, je ne sais pas si Maître Kilolo est spécialiste des questions de droit international. Peut-être des questions liées au droit pénal international, mais pas forcément au droit international au sens large du terme pour avoir la maîtrise parfaite de ces choses. De deux, c'est que il est vrai que la non-ingérence ou la non-immixtion dans les affaires intérieures d'un État, c'est un principe, l'un des principes sacro-saints du droit international, et ces principes entrent dans ce qu'on appelle les normes impératives ou les jus cogens. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on entend par affaire intérieure d'un État? C'est ça la question importante qu'il faut se poser. Parce qu'à un moment donné, on risque de prendre le chou, les patates, etc., les mettre dans les mêmes sacs et penser que tout ça. Expliquez-nous. Les affaires intérieures d'un État, ce sont des affaires qui ne sont pas réglementées par le droit international. C'est des affaires qui relèvent de la pleine souveraineté d'un État. Parce que vous avez des questions
qui, lorsqu'elles sont réglementées par le droit international et qu'il y a des engagements qui ont été pris, eh ben, à un moment donné, on peut bien se poser la question de savoir si ces questions relèvent du droit des affaires intérieures d'un État ou pas. Parce que si vous prenez des obligations, vous avez des obligations internationales, vous devez absolument les remplir. Il est vrai que la question, l'acte matériel de l'organisation d'une élection, en principe, c'est un acte relevant de la souveraineté d'un État. Alors là, vous ne le contredisez pas. Non, attendez. D'abord, je ne suis pas en train de le contredire, mais j'étais tout simplement en train de dire, ne prenez pas ce qu'il a dit comme l'argent comptant, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui peuvent échapper. Mais nous sommes dans une situation où les États, au regard de l'article 24 de la Charte des Nations Unies, ont conféré la mission du maintien de la paix et de la sécurité internationale au Conseil de sécurité des Nations Unies. Lisez l'article 24. Le maintien de la paix. De la paix et de la sécurité internationale au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États. Alors, partant de cela, de cette responsabilité qu'incombe au Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, une situation susceptible de menacer la paix et la sécurité internationale, lorsque le Conseil de sécurité entre, on ne peut pas estimer que le Conseil de sécurité s'est ingéré dans les affaires intérieures d'un État. Parce que la situation en République démocratique du Congo, le fait de ne pas organiser les élections, crée des troubles, et que ce trouble affecte le pays voisin et affecte la région d'une façon ou d'une autre. Le Conseil de sécurité a dû s'approprier de la chose à telle enseigne que si vous regardez beaucoup des résolutions du Conseil de sécurité, eh ben, la question électorale est au cœur. Il faut aussi savoir que du point de vue du droit international, il y a ce qu'on appelle les actes unilatéraux font partie de la légalité internationale. En particulier, les résolutions prises par le Conseil de sécurité. Parce que moi, la question c'était de savoir, par exemple, lorsque la France, de façon vraiment unilatérale, se retrouve, je crois que c'était en France aussi, hein, de façon unilatérale, la France se retrouve avec le Rwanda et d'autres États pour parler de la situation électorale de la RDC. Ça, c'est de l'ingérence. Mais vous avez parlé du Conseil de sécurité, c'est différent. Oh oui, mais attendez, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, la France, c'est l'un des membres permanents du Conseil de sécurité? Mais le cadre, ce n'était pas la France. Non, attendez. Ce qui est défendu au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la position de la France en tant que pays. Il ne faut jamais l'oublier. C'est que les relations internationales sont faites non seulement de la légalité, mais sont aussi faites en particulier des rapports de force dans les relations internationales. Ce qui veut dire que quand on est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, le point de vue que l'on exprime, ce point de vue va également être soutenu au niveau du Conseil de sécurité, de telle sorte que si ça ne marche pas, la France peut opposer son droit de veto. Donc ça veut dire qu'en fonction des intérêts des États, certains États sont obligés de prendre position sur une question. Monsieur Dieudonné vient de nous rejoindre. Sans que cela ne soit considéré. Monsieur Dieudonné vient de nous rejoindre à l'instant. Nous parlons de l'ingérence. C'était le sujet, il vous a été communiqué. Tout à fait. Alors, comment vous comprenez l'ingérence, surtout quand on parle du processus électoral en République démocratique du Congo? Certains estiment que c'est une matière qui relève de la souveraineté de l'État et que, par rapport à cela, aucun État peut s'y mixer. Il faut d'abord souligner que le mot lui-même, ingérence, déjà pose problème. Quand on parle de l'ingérence, c'est-à-dire que ce n'est pas une qualité, c'est-à-dire ça prouve déjà à suffisance qu'il y a quelque chose qu'il faut dénoncer, ça prouve à suffisance qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas soutenir par rapport à la souveraineté du pays. Et si on va sur cette matière très sensible et très importante, mais aussi très utile pour la survie de la nation, ce qui concerne les questions électorales, là n'en parlons pas, donc il faut qu'elle soit exclusivement une option d'un pays qui veut organiser les élections et qui veut décider sur l'avenir et le devenir de ses citoyens. Pour une première fois, je pense en tant que citoyen congolais, au-delà d'être acteur de la société civile, il faut se féliciter quand même de ces pas et de cette leçon que la RDC vient d'administrer ou qu'elle va administrer à l'ensemble des autres pays de l'Afrique centrale et pourquoi pas du monde entier. C'est-à-dire quand même qu'un Congolais désormais, vous qui avez l'habitude d'aller dans des forums internationaux, vous pouvez aller en dehors du pays et vous tapez la poitrine que non,
pour une fois, la RDC a organisé des élections d'une manière indépendante par rapport à l'option à laquelle elle a souscrit. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays du monde, quand les États-Unis décident d'organiser des élections, elles ne demandent pas l'avis de la France. Quand la France décide d'organiser les élections, elle ne demande pas l'avis du Rwanda. Le Rwanda lui-même, quand il organise des élections, il ne demande pas l'avis des Congolais. Et il décide du mode, puisque c'est la question électorale, nous la suivons de près dans ce qui se passe dans les autres pays du monde, il décide du mode, de la manière, du moment, comment ça va se C'est comme Maître le disait, mais lorsque la France ou les États-Unis organisent des élections, leur façon d'organiser les élections ne touche pas, qu'est-ce que je peux dire, ne touche pas ou ne dérange pas la sécurité internationale. Ils l'organisent bien. Après les élections, il n'y a pas de troubles. Oui, effectivement. Susceptibles de déranger les voisins. Je pense que les troubles ou les conséquences d'une élection organisée dans un sens comme dans un autre ne dépendent pas de la souveraineté d'un État. Ces troubles viennent des individus qui ne sont pas convaincus ou qui ne croient pas au processus électoral. Ce sont ces gens-là qui, au départ, comme ce qui se passe en République démocratique du Congo pour le moment, ceux qui sont en train de vouloir mettre le processus électoral en mal, ce sont des gens-là qui se préparent en conséquence pour pouvoir saboter les résultats ou pour pouvoir créer des violences liées au processus électoral. Et ce sont ces gens-là, il ne faut pas lier des individus à la question de la nation ou à la question de l'État. Les individus, il faut les isoler et les prendre comme tels. Mais la volonté de l'État, l'option que les Congolais ont prise pour pouvoir décider sur les modes de gestion de leur pays, c'est d'aller aux élections. Et il faut quand même signaler aussi que on a accepté de consentir beaucoup d'argent, plus d'1 milliard dans les élections. C'est pas quand même une mince affaire, cet argent pouvait servir à autre. Mais comme c'est l'option, comme c'est le choix que la République a voulu, on l'accepte, on l'assume et on avance avec. Merci. Alors, monsieur Henri Mutombo, est-ce que vous partagez le même avis que Maître Gabin? En partie, oui. En partie. Oui, en partie. Parce que, écoutez, il va falloir d'abord que l'on définisse c'est quoi l'ingérence. Et je voudrais aussi que nous tenions compte de ceux qui nous suivent. C'est pas seulement des technocrates ou des grands intellos qui nous suivent, il y a aussi des élèves d'un certain niveau primaire qui nous suivent. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que nos communications rencontrent leur niveau pour qu'ils comprennent ce que nous disons. L'ingérence, c'est quoi? L'ingérence, c'est le fait de se mêler d'une affaire sans en avoir le droit. C'est ce que ça veut dire, ingérence. D'accord. Mais n'oublions pas que le Congo est signataire, ou si vous voulez, est membre des Nations Unies. Alors, étant membre des Nations Unies, il y a l'article 7, par exemple, de la Charte des Nations Unies, qui confère un certain devoir ou un certain droit au Conseil de sécurité des Nations Unies de regarder de par le monde ce qui se passe et donner un point de vue. C'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que ça se passe. Okay. Alors, aujourd'hui au Congo, quand on parle d'ingérence, est-ce que c'est un discours populiste? Parce qu'on voudrait montrer, ou si vous voulez, on voudrait diaboliser une certaine catégorie des partenaires, ou est-ce que c'est parce qu'on veut faire quelque chose de mauvais contre son peuple et on ne veut pas que les autres donnent un point de vue? Il faut partir sur cette base. Allez-y. Alors, aujourd'hui chez nous, quand on parle de l'ingérence en rapport avec les élections, c'est parce que, bien entendu, il y a eu une démarche machiavélique conçue ici pour pouvoir obtenir un troisième mandat. Parce qu'autour de nous, au Rwanda, au Congo-Brazzaville, ainsi de suite, il y a eu ces démarches qui ont réussi à ceux qui les ont conçues. D'accord? Et étant donné qu'ici, ça n'a pas marché, et c'est pour cette raison qu'on continue à parler de l'ingérence, ainsi de suite. Mais attendez, aujourd'hui, la constitution congolaise que nous avons, si nous repartons un tout petit peu en arrière, à Sun City, en Afrique du Sud, mais c'est la communauté internationale qui a déboursé, qui a sorti, c'est l'argent des contribuables européens, américains et autres qui a permis à ce que se tiennent ces assises-là, qui a donné naissance à la constitution que nous avons aujourd'hui. Alors vous voulez que ces gens qui sont des partenaires de la RDC regardent que vous tuez les gens parce qu'ils sont dans la rue, ils veulent revendiquer quelque chose, ils demandent l'organisation des élections, vous tuez les gens, vous tirez à bout portant sur ces personnes, vous emprisonnez les gens, vous en empêchez d'autres pour ne pas rentrer chez eux afin de participer aux élections, et quand ces gens donnent un point de vue, ils vous donnent un conseil, vous qualifiez ça d'ingérence, ben c'est de la bonne ingérence, à mon avis.
avis. C'est vraiment de la bonne ingérence parce que ces gens-là veulent tout simplement aider. Avant de passer, C'est parce que ces gens-là veulent aider un peuple à avoir une ligne ou si vous voulez un couloir qui va les amener à, je dirais, à quelque chose de constructif. C'est tout simplement ça qu'on ne veut pas et c'est pour ça qu'on brandit un message, si vous voulez, une communication populiste pour parler d'ingérence. Mais en réalité, ça n'est pas ça. Alors lui, il a parlé de la bonne ingérence parce que lorsque on se met par exemple d'accord dans le cadre d'un accord entre toute la classe politique, il y a des engagements pris, vous ne le respectez pas, les partenaires vous demandent respectez ceci, respectez cela, vous dites ingérence. Voilà sa réaction. Je crois qu'à mon humble avis, c'est pas ce que nous pouvons entendre par l'ingérence dont le pays est en train d'enseigner nuit et jour vis-à-vis de ses pairs. Vous allez vous-même chercher à voir, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, l'article 9 de notre Constitution du 18 février consacre la souveraineté à celle de notre État sur le plan international. Puisque l'article 5 reconnaît les souverains primaires comme qui sont les souverains, c'est-à-dire l'émanation de tout pouvoir de notre pays, doit devenir ou provenir de cette population-là. Mais lorsque c'est vis-à-vis des autres pays, ça c'est l'État congolais qui reste souverain. Alors, le principe de non-ingérence, si vous voulez bien remonter encore à l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'est un principe qui a été consacré en droit intellectuel sans même l'implication de la République démocratique du Congo, qui à ce jour n'est qu'en train de jouir de ces principes déjà consacrés. Ce n'est pas ici que je serai contredit par rapport à cela. Oui. Ici, il faudra nuancer. Là, je partage partiellement la position de Maître Gabin lorsqu'il est en train d'énumérer, oui, certaines matières nécessitent réellement l'implication des autres dans la gestion des affaires internes. Oui. Mais la matière électorale, par exemple, elle est une de la souveraineté exclusive. C'est une matière qui relève de la souveraineté d'un État. C'est de notre pays. Oui. Alors, là où nous sommes en train de vouloir fustiger les comportements cruels de nos pères, c'est-à-dire des autres États, parce que nous parlons, la République démocratique du Congo n'est pas un État fédéral, fédéré à la France, par exemple. Non. Nous sommes un État souverain. Alors, ce n'est pas à la France d'aller se mijoter avec n'importe quel type de pays pour parler des affaires intérieures ou internes de notre pays alors que nous ne sommes pas partis à ces assises. Ça ne peut pas se passer de cette manière-là. C'est comme ça que nous devons garder notre position en tant qu'un État souverain. Lorsqu'il y a des problèmes, au lieu d'alimenter ou de déceler par-ci par-là, créer des dissensions entre nous, nous devons nous-mêmes voir comment trouver des solutions. Parce que parmi nous, nous ne pouvons pas ici dire que nous sommes très incompétents pour nous soumettre à la compétence de la France ou à la compétence de la Belgique, par exemple. Parce que quand ils ont des problèmes là-bas, nous ne voyons pas. Nous avons vu tous ici qu'aux États-Unis, la plupart ont fustigé la réussite des Trump. Mais j'aimerais entendre également les points de vue de la France, parce qu'ils ont toujours tendance à mettre un point de vue en ce qui concerne la RDC. Jusqu'à ce jour. Pour la France, pour les États-Unis, ils n'ont rien dit. Là, la sécurité internationale, chers journalistes, ne joue en rien. Ne joue en rien, je le dis encore. Très bien. Alors, maître, j'aimerais venir avec vous. Cette pression-là, sur la République démocratique du Congo, en regardant également les voisins, quand on regarde le Rwanda, vous en avez parlé au début de votre argumentaire, on regarde également le Congo-Brazzaville, ces pressions-là sont disproportionnées de la part de la France ou de la part du Conseil de sécurité. Ils ont laissé le Rwanda faire ce que le Rwanda a fait, ils ont laissé le président d'à côté faire Congo-Brazzaville faire ce qu'il a fait, mais pourquoi une pression accentuée seulement sur Kabila? C'est ça ce qui est disproportionné. Il a raison de dénoncer l'ingérence. Je vais répondre à cette question-là. Mais ce que je veux d'abord pour l'intérêt de la consommation du public, parce qu'on est ici pour informer, pour que les gens sachent exactement ce dont nous parlons. Il ne faut pas parler en l'air. Lorsqu'on parle de la non-immixtion dans les affaires intérieures d'un État, cette non-immixtion concerne non seulement les États, mais aussi les organisations internationales. Aussi, bien sûr.
la non-immixtion dans les affaires intérieures d'un État. Oui. Ça veut dire non seulement les États ne peuvent pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État, mais aussi les organisations internationales ne peuvent pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État. Ok. Ça, c'est le principe et je veux que cela soit retenu. Parce que les gens risquent de penser que quand on parle de non-immixtion dans les affaires intérieures d'un État, il s'agit seulement d'un État qui ne peut pas s'immiscer, mais qu'une organisation internationale serait, elle, autorisée à s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État. Elle concerne tout aussi les organisations internationales. Très bien. Alors, mais attendez, la pression sur Kabila. Je vais répondre rapidement, mais je vais placer un mot. Regardez, vous avez déjà vu la question en rapport avec les élections des États-Unis d'Amérique être discutée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies? Alors, parce que je cherche le mot. Non, jamais. Pourquoi? Parce que c'est un État souverain. Attendez. C'est pas ça? Attendez. Pas forcément. Attendez. Non, parce que c'est un État souverain. Est-ce que allez-y avoir la parole? Allez, après, vous allez me dire que j'ai pris beaucoup de temps, tout en sachant que vous m'avez beaucoup interrompu. Allez-y. Je vous dis que la question électorale, c'est une question en République démocratique du Congo qui menace la paix et la sécurité internationale, dans la mesure où on sait qu'il y a beaucoup de violations de droits de l'homme parce que les élections ne sont pas organisées dans ce pays. C'est pour cette raison que la communauté internationale tient à ce que les élections soient organisées, parce qu'on estime que les élections libres, démocratiques et transparentes en RDC vont apporter une solution aux problèmes liés aux violences en rapport avec des violations de droits de l'homme, etc. Mais bien sûr. Alors, je vous écoute. Attendez. Oui, c'est pour cette raison que quand vous lisez toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier la dernière, la 2409, vous allez vous rendre compte que la MONUSCO a reçu deux missions principales. La première qui consiste à protéger la population civile et la deuxième qui consiste à apporter l'appui nécessaire aux élections en République démocratique du Congo. À telle enseigne que même des questions liées à la décrispation politique, etc., figurent bel et bien dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ah bon? Mais bien sûr, les résolutions du Conseil, vous allez voir ça. Oui. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on a compris que tant qu'il n'y aura pas des élections libres, démocratiques et transparentes en République démocratique du Congo, vouloir chercher la paix, c'est hors question parce qu'il y aura violation des droits de l'homme. Et quand il y a déjà violation des droits de l'homme, on entre dans les champs de la communauté internationale et on entre dans les champs des autres acteurs des relations internationales. C'est pour cette raison que la question électorale est au cœur des différentes résolutions du Conseil de sécurité. Je vous ai dit que les résolutions du Conseil de sécurité font partie de la légalité internationale. Lorsque le Conseil de sécurité agit en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, cela fait partie de la légalité internationale. Maintenant, vous posez la question, pourquoi trop de pression sur M. Joseph Kabila et pas de pression sur nos voisins, etc. D'abord, quand vous regardez très bien la situation, c'est que les voisins, ont dû modifier leur constitution, etc. M. Joseph Kabila est le seul, parmi tous les exemples que vous citez, d'être au pouvoir hors mandat. Il n'y a aucun président parmi tous ces pays que vous avez cités qui se retrouve hors mandat. En d'autres termes, aujourd'hui, M. Joseph Kabila n'a pas la légitimité et la légalité, la légitimité nécessaire au regard de la Constitution parce qu'il est hors mandat. De deux, c'est ce qui explique la pression. Non, attendez, je suis en train d'énumérer. De deux, il faut connaître les relations internationales. Quand vous connaissez les relations internationales, vous n'allez pas pécher en posant un certain nombre de questions. Dans la mesure où, depuis la conférence de Berlin, la RDC, c'est un pays, c'est le fruit de la communauté internationale. Dans la mesure où la liberté du commerce avait été consacrée dans les bassins du Congo, et juste c'est le fruit. Le fruit, comment dirais-je, de la communauté internationale. Alors Kabila ne veut pas ça. Attendez. Il veut changer. Attendez. Mais il aurait dû être pendant son mandat et faire ça, il est hors mandat. Il n'a fait que faire ça, non? Il n'a fait que faire ça. Oui, dénoncer. Mais moi je vais vous dire qu'il a fait comme les jeux. Non, je vous dis qu'il a été soutenu par les grands. Non, il a été soutenu. Il a été soutenu par les grands, mais maintenant que ces grands lui demandent de partir, il fait semblant de pouvoir parler au nom du pays, protéger les pays,
alors qu'en réalité, c'est pas ça. Mais je vous dis aujourd'hui, si la communauté internationale dit Monsieur Joseph Kabila, on vous laisse en paix, etc., et nous allons vous soutenir pour un autre mandat, etc., vous allez vous rendre compte que ce discours